officielle. Les difficultés du mouvement chrétien au deuxième et troisième siècle. On n'a pas beaucoup de temps d'après le programme. L'étude que je consacre, de la Res Publica Romana. Exploité au première vue, rien à voir avec ce... À cette question, pourquoi étudier les couleurs quand on est historien, je vais essayer en introduction de vous proposer quelques éléments de réponse. Et surtout, j'y ajouterai une deuxième question, pourquoi étudier les couleurs quand on est historien et surtout de quelle façon. Donc, avant de parler de l'arc-en-ciel, quelques remarques plus générales sur ce rapport entre couleurs et histoire. Pour répondre à la première question, je voudrais mobiliser un historien de l'Antiquité, Paul Veyne, et ce qu'il a dit au sujet du métier de l'historien. Là, je tire cette citation de son ouvrage, son essai « L'inventaire des différences ». Voilà la manière dont il définit le travail de l'historien. L'histoire peut être définie comme l'inventaire explicatif, non pas des hommes ni des sociétés, mais de ce qu'il y a de social en l'homme, ou plus précisément des différences que présente cet aspect social. Il suffit par exemple que la perception des couleurs soit différente d'une société à l'autre. Aux yeux des Grecs, la mer était violette. Ipso facto, les couleurs appartiendront à l'histoire autant qu'à la science. Deux choses m'intéressent ici. D'abord, le fait que les Grecs sont mobilisés pour parler de différence. Donc les Grecs sont différents, les Grecs sont des autres. Ils ne sont pas nos ancêtres et ils ne nous ressemblent pas en tout point. Ça, c'est un point qui a été vraiment développé par tout le courant de l'anthropologie historique autour de ce qu'on a appelé ensuite l'école Vernant, mais tous les travaux d'Étienne, Vernant et d'autres, et Louis Gernet avant eux, essayer de restituer aux Grecs leurs différences. Et je me situe dans ce type de travail-là. Et puis, le deuxième élément qui m'intéresse dans cette citation, c'est le fait que la perception des couleurs constitue bien une donnée historique qui permet justement d'entrer dans une société, de comprendre ces différences, d'essayer de la comprendre de l'intérieur, cette société. Et de ce point de vue-là, le travail des anthropologues et leur démarche qui vise à restituer les catégories émiques, c'est-à-dire propres à une société, essayer d'entrer dans cette société. Cette démarche-là anthropologique, c'est une démarche qu'on peut essayer d'adopter en tant qu'historien, même si on le verra, c'est beaucoup plus difficile quand on travaille sur des périodes anciennes, évidemment. C'est donc une histoire culturelle qui peut être écrite autour des couleurs, une histoire culturelle et sociale. Et cela explique donc le travail que j'ai réalisé. Avec l'expression paysage sensible, je me réfère aux travaux d'Alain Corbin. Donc, je suis allée voir évidemment ce que les historiens faisaient pour d'autres périodes historiques, en particulier pour l'époque moderne et contemporaine d'Alain Corbin, avec son travail autour des odeurs ou autour des sons. Et il m'a semblé qu'autour des couleurs, il y avait le même type de travail à réaliser. C'est effectivement ce qu'ont montré les travaux menés par Michel Pastoureau. Et ça nous amène à la deuxième question, comment étudier les couleurs, si c'est légitime, mais comment le faire? Là, je me suis beaucoup nourrie des travaux de Michel Pastoureau, qui définit une méthode d'analyse et qui explique comment on peut devenir historien des couleurs, alors avec son matériau à lui, évidemment. Bon, parmi tous ces ouvrages, la dernière série, bleu, noir, vert, sont 3 livres qui évoquent l'histoire d'une couleur en particulier. Et il montre à chaque fois que l'appréhension de cette couleur, les significations associées à cette couleur ont varié au cours de l'histoire du monde occidental. Donc il étudie essentiellement l'Europe médiévale, mais dans ces ouvrages-là, il part de l'Antiquité et il va jusqu'à la période contemporaine. Il a montré notamment dans le bleu qu'il y avait eu une évolution du rapport à la couleur bleue avec un renversement qu'il situe autour du XIIe siècle, autour de cette couleur-là. Et donc, dans ses travaux, il a rassemblé quelques données concernant l'Antiquité, mais finalement assez peu. Et c'est dans cette lignée-là que j'ai voulu situer mes travaux. La méthode qu'il définit est une méthode qui consiste à croiser toutes les sources possibles, donc tous les phénomènes historiquement observables liés à la couleur, que cela aille des mots, des textes conservés, jusqu'aux pratiques artistiques, aux pratiques artisanales, aux pratiques tinctoriales, l'utilisation des couleurs sur les vêtements, dans les images. Il étudie l'ensemble de ces données. Alors, quand on veut faire la même chose pour l'Antiquité, évidemment, on n'a pas le type de matériaux dont dispose Michel Pastoureau. On a des choses qui sont beaucoup plus fragmentaires, mais il y a quand même quelques éléments. Et j'ai essayé de rassembler ces éléments.
Pour ce qui concerne notamment un des domaines qui est beaucoup étudié par Michel Pastoureau, pour le domaine textile, nous, on a très peu de choses pour l'Antiquité, évidemment. Là, je vous montre un des rares exemples de pièces de tissu relativement bien conservées que l'on possède pour le monde grec. La fibre textile, en fait, se conserve assez mal et donc, évidemment, des pièces entières de tissu sont rarement conservées pour le monde grec. On en a beaucoup en Égypte, on peut en trouver dans d'autres parties en Asie, mais pas dans le monde grec propre. Et là, il y a ce fameux exemple de tissu qui a été retrouvé à Vergina, donc l'ancienne Aïgaï, la première capitale du royaume de Macédoine. Et ce tissu qui remonte à la fin du IVe siècle avant notre ère servait à enserrer les restes, les cendres d'un défunt. En fait, là, en l'occurrence, c'est les cendres de la défunte qui étaient enterrées dans l'antichambre d'une des grandes tombes royales du tumulus. Mais on a donc assez peu de choses. Il faut du coup utiliser d'autres types de sources. Alors j'ai travaillé beaucoup sur les mots, mais là encore, les mots sont ceux des textes qui sont parvenus jusqu'à nous. On a donc du coup un filtre qui a opéré. Et quand on travaille sur l'époque archaïque, ces mots émanent de textes qui sont de nature poétique et qui n'ont pas été écrits pour nous expliquer ce que les Grecs pensaient de la couleur ou autre. Donc il faut faire avec les matériaux dont on dispose. Et on peut également étudier les vestiges de couleur sur les objets, sur les artefacts. Et il y a en particulier tout un travail qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, un travail d'investigation autour des restes de polychromie sur les sculptures, sur d'autres objets, mais en particulier les sculptures en marbre. Et les travaux les plus connus sont ceux qui ont été diffusés autour d'expositions montées par Vinzenz Brinkmann, qui est un archéologue de Munich, et qui a tenté de proposer des reconstitutions très vivement colorées à partir de moulages, de statues connues pour l'Antiquité. Là, vous avez ici peut-être une de ces reconstitutions les plus fameuses, qui est celle d'une statue de guerrier, d'archer, qui ornait le fronton d'un temple, le temple d'Égine, le temple d'Athéna Aphaïa à Égine. Statue qui était en marbre, donc placée très haut sur le fronton, à l'intérieur du fronton du temple, qui date donc 490-480 avant notre ère, et il a proposé dans un plâtre peint, avec ce plâtre peint, une reconstitution très colorée. Donc c'est avec ce type de document aussi qu'on peut travailler, mais là en ayant conscience qu'on a affaire à une proposition de reconstitution, et je ne vais pas revenir sur toutes les controverses auxquelles peuvent donner lieu ces types de reconstitutions qui sont parfois exagérées ou en tout cas qui ne sont que des hypothèses proposées au public et à prendre en tant que telles. Pour évoquer cette question des couleurs, j'ai choisi aujourd'hui de parler de l'arc-en-ciel. J'aurais pu parler de la mer puisque vous voyez que c'est l'exemple qu'a choisi Paul Veyne. On aurait pu parler des multiples couleurs de la mer, qui n'est jamais bleu chez Homère, mais je vais parler de l'arc-en-ciel parce que, d'abord, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de joyeux et que, au mois de novembre, on a peut-être besoin de couleurs. Et puis surtout parce que l'arc-en-ciel, dans l'imaginaire occidental moderne, c'est avant tout le symbole du multicolore. Si on essaye de se figurer la multiplicité des couleurs, la richesse chromatique, on va immédiatement songer à, parmi d'autres choses peut-être, mais à la couleur de l'arc-en-ciel, enfin aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc multicolore et arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est pour nous une évidence, qu'on ne remet absolument pas en question. Et surtout, on a une image en particulier qui est associée à l'arc-en-ciel, non pas l'arc-en-ciel tel qu'il apparaît de manière toujours très différente, mais plutôt une image assez archétypale de l'arc-en-ciel, c'est l'image que j'ai mise à droite, donc quelque chose d'agréable, d'heureux, de positif, et de beau, et qui comprend 7 bandes. 7 bandes, le chiffre 7 étant associé au résultat des travaux de Newton, qui, à partir de ses expériences autour du prisme, à la fin du XVIIe siècle, a mis en évidence l'existence de faisceaux de couleurs qui composaient la lumière blanche, et il a identifié 7 bandes spectrales en choisissant un chiffre qui est en fait calqué sur la gamme musicale et qui a quelque chose de subjectif, derrière l'apparente objectivité des travaux de Newton, ou en tout cas l'objectivité qu'il revendique, il y a toujours une part de subjectivité. J'y reviendrai d'ailleurs dans la conclusion, mais là vous voyez donc cette représentation archétypale avec toujours une couleur qui intrigue un peu, et on voit très bien que c'est la 7e couleur qui a été rajoutée, c'est le fameux indigo. Donc on a le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Donc cette bande intermédiaire
qui a été ajouté. Et c'est cette image de l'arc-en-ciel newtonien qui est, depuis la fin du XVIIe siècle, vraiment restée, qui a marché, qui s'est enracinée dans la culture visuelle des Européens, au point que c'est devenu comme une évidence. Et c'est une évidence qu'en fait, il faut questionner. Et c'est sur ce point qu'avait porté une journée d'études, en fait, des journées d'études, ça, 2 jours, organisées avec d'autres personnes avec qui je travaillais à Paris en mai 2013. Les journées s'intitulaient Arc-en-ciel avec un S, des arcs-en-ciel et couleurs, regard comparatif. L'idée était justement d'essayer de remettre en question cette vision occidentale moderne de l'arc-en-ciel et d'interroger les visions qui existent dans d'autres sociétés, que ce soit dans le passé, mais également d'autres sociétés actuelles. Et en cela, l'apport des anthropologues lors de ces journées a été décisif. Parmi les résultats qui ont émergé de ces journées, de ces discussions, je retiendrai essentiellement 3 points. D'abord, le fait que dans beaucoup de sociétés, l'arc-en-ciel ne fait pas l'objet d'une admiration béate. Ce n'est pas un spectacle esthétique jugé splendide forcément. C'est souvent un signe inquiétant, c'est souvent un signe dérangeant, c'est souvent un signe menaçant. Donc il y a une perspective qui est bien souvent différente. Deuxième élément, souvent il n'est pas figuré de la manière classique, newtonienne, avec ces 7 bandes bien différenciées, des bandes monochromes qui sont juxtaposées. Il y a de multiples manières de figurer l'arc-en-ciel qui ne répondent pas à la manière que nous avons adoptée, nous, depuis Newton. Là, je vous montre ici une image qui est assez fameuse parce qu'elle a été mobilisée par Serge Grzinski dans son ouvrage La pensée métisse pour évoquer cette question des rapports entre les cultures indiennes, du continent américain et les occidentaux qui sont arrivés à l'époque moderne. La confrontation de ces deux traditions culturelles a donné naissance à des choses originales, que ce soit dans le registre de la pensée, mais aussi dans le registre des pratiques picturales. Et là, vous avez en fait un arc-en-ciel qui a été représenté par un artiste d'Amérique du Sud, mais à la manière occidentale. C'est-à-dire qu'il a réemployé des codes et on voit très bien comment il essaye de faire des bandes monochromes, de les placer comme les placerait un occidental, de placer même un paysage pour dire que l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui apparaît dans le ciel, voilà, dans un contexte naturel. Mais en fait, c'est quelque chose qui est calqué et on a derrière des éléments de la mythologie amérindienne qui peuvent réapparaître si on scrute avec attention l'image. Peut-être une deuxième image pour montrer toute la relativité de cette représentation liée à l'arc-en-ciel. Même après Newton, on peut continuer à représenter des arcs-en-ciel comme ça. Tout dépend évidemment de ce qu'on veut faire dire à cet arc-en-ciel. Et là, ici, Turner, dans les différents tableaux qu'il a fait, a été d'ailleurs fasciné par l'arc-en-ciel, qui représente un défi pictural pour le peintre. Comment représenter l'arc-en-ciel? Et là, ici, vous voyez qu'il a fait le choix d'un arc-en-ciel qui est totalement monochrome et qui n'est que lumière. Troisième élément qui est apparu lors de ces journées, c'est que dans beaucoup de sociétés, l'arc-en-ciel n'est pas associé à l'idée de pluralité de couleurs. En tout cas, ce n'est pas ce qui est retenu. On a des cas d'arc-en-ciel monochrome, on a des cas d'arc-en-ciel incolores. Il y a des cas où la couleur de l'arc-en-ciel ne font même pas l'objet d'un discours, n'intéresse pas. Ce n'est pas pour ça que l'arc-en-ciel est bon à penser. Souvent, c'est par sa forme, c'est par la manière dont il apparaît dans le ciel, mais pas forcément les couleurs qu'il arbore. Et ça, c'est un point évidemment important qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions et qui a permis de comparer des sociétés qui sont très différentes et de relativiser donc notre position actuelle. Alors, qu'en est-il chez les Grecs, justement? Venons-en aux Grecs. Chez les Grecs, les discours sur l'arc-en-ciel varient. On n'a pas un discours sur l'arc-en-ciel, on n'a pas un type de représentation de l'arc-en-ciel. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous signale qu'on n'a pas de représentation picturale de l'arc-en-ciel dans la tradition grecque. On va en avoir un peu dans la peinture romaine, mais rien chez les Grecs. Et ça, c'est déjà un élément significatif en soi. Pour ce qui concerne des textes et des discours, les discours varient. Et évidemment, ils ne sont pas les mêmes chez les philosophes et chez les poètes. Moi, j'ai décidé de partir d'Homère, puisque j'ai travaillé sur l'époque archaïque, mais c'est aussi parce qu'avec Homère, on commence par le début, en fait, par les premiers textes conservés, alors même si en tant que
son premier statut n'était pas celui de texte, mais celui de chant, qui était écouté et qui était répété, récité. J'ai voulu commencer avec Homère pour partir des origines, on pourrait dire, et puis aussi parce que ces poèmes ont été largement diffusés et qu'ils n'ont cessé en fait d'influencer la culture classique jusqu'aux Romains qui, c'est ce que montre bien la thèse de Lydia Peltier-Michaud, qui sont encore fortement imprégnés de toutes ces images homériques et qu'ils ces latins se les réapproprient de la même manière que les Grecs, après Homère, se sont réappropriés les images qu'on trouve dans les épopées. Or, il y a justement chez Homère une image qui a intrigué les commentateurs, ceux dès l'Antiquité d'ailleurs, les scholiastes de l'époque médiévale, et puis aujourd'hui encore, certains chercheurs, c'est l'image de l'arc-en-ciel pourpre. Cette image, si on la replace dans la citation, là je vous ai mis simplement quelques vers qui sont associés à cette image de l'arc-en-ciel pourpre. On est au chant 17 de l'Iliade, et voilà ce qui est dit. Tel l'arc-en-ciel pourpre que Zeus étend depuis le ciel pour les mortels, qui est un signe soit de guerre, soit du mauvais temps glacial, et de fait interrompt les hommes dans leurs travaux sur la terre et inquiète le bétail. Telle est la nuée pourpre dont s'enveloppe la déesse, il s'agit d'Athéna, pour plonger au milieu de la troupe achéenne et pour y réveiller chacun des combattants. La référence à un arc-en-ciel pourpre, donc en apparence monochrome, étonne, ou peut de prime abord en tout cas étonner, puisqu'on sait très bien que dans l'Antiquité comme aujourd'hui, les arcs-en-ciel n'ont pas changé de couleur. Ils ne sont pas d'une seule couleur, ils ne sont pas pourpres. Là, vous voyez une photographie à côté où on voit une dominante chromatique dans l'arc-en-ciel qui est visible, mais on a la perception quand même des autres couleurs. Et donc, pourquoi un arc-en-ciel pourpre chez Homère? Premier élément un peu naïf d'explication serait de dire comme Éluard et de sa terre est bleue comme une orange, on aurait affaire à une image très poétique qui serait le fruit de l'inventivité, de la créativité d'Homère. En fait, on sait très bien que la manière dont fonctionne la poésie épique traditionnelle grecque n'est pas ne peut pas être mise sur le même plan que la poésie moderne, et on a affaire avec les poètes d'époque archaïque à ce que Marcel de Tienne a appelé des maîtres de vérité. Donc, derrière les images, on n'a pas le souci d'originalité, d'intriguer, mais plutôt de dire des vérités, des formes de vérité. Donc, il y a une image à décrypter, une image qui a une signification et qui ne doit pas être vue comme un simple ornement, une simple figure de style. Alors, la question naïve aussi qu'on pourrait poser est la suivante: qui a raison? C'est la question que j'ai suggérée dans le titre de la conférence, qui a raison, Newton ou Homère sur l'arc-en-ciel? Au XIXe siècle, plusieurs chercheurs ont répondu sans hésitation Newton. Newton a raison et c'est Homère qui est dans l'erreur. Homère et les Grecs anciens. Alors pourquoi Homère est-il dans l'erreur? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas la possibilité de voir correctement l'arc-en-ciel. Et au XIXe siècle, se sont développées des théories sur le daltonisme des Grecs anciens ou alors sur leur déficience visuelle, leur incapacité à percevoir toutes les nuances de couleurs et le fait que leur rétine était simplement sensible à des contrastes de couleurs vifs, à la différence entre lumière et obscurité. Donc on a une vision d'un Homère daltonien qui est diffusé par un certain nombre de travaux, en particulier celui de quelqu'un qui était d'abord ophtalmologue, Hugo Magnus, qui a rassemblé des données philologiques à partir de travaux qui avaient été menés par d'autres, et il a essayé d'écrire une histoire de l'évolution du sens des couleurs pour essayer de montrer qu'il y avait une évolution depuis les premiers stades de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, avec un raffinement de plus en plus grand dans la perception des couleurs. Homère se situant donc au début de la chaîne, un moment où les capacités visuelles de l'homme n'étaient pas encore complètement développées et étaient amenées à le devenir par la suite. Ces thèses ont été assez rapidement critiquées, même dès la fin du XIXe siècle. On pourrait en fait les résumer de deux manières. D'abord, est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre le fait de percevoir et le fait de nommer des couleurs? Et c'est quelque chose qui a été soulevé dès le XIXe siècle et que plusieurs études du XXe siècle, en particulier celle de Jacques André sur la terminologie des couleurs en latin, a mis en évidence, des points sur lesquels
beaucoup ont insisté. Et puis, la deuxième chose, c'est doit-on envisager le rapport des couleurs, hein, que les Grecs entretenaient avec les couleurs, et donc notamment l'arc-en-ciel, au seul prisme d'Homère? Est-ce qu'on peut se fonder sur une image homérique pour en déduire des choses sur les capacités visuelles des Grecs ou même sur les représentations que les Grecs avaient de l'arc-en-ciel et des couleurs? Donc je vais revenir sur ces 2 points, et d'abord le premier point, percevoir et nommer les couleurs. 2 choses distinctes. C'est finalement quelque chose qui a été compris relativement tôt, mais qui a mis du temps peut-être à être accepté par tout le monde. Et c'est un élément qui a été notamment mis en évidence par certains anthropologues. Le 19e siècle, c'est la naissance de l'anthropologie, en particulier à la fin du 19e siècle, de l'anthropologie expérimentale, où on va utiliser toutes les méthodes des sciences dites dures, hein, qui se développent aussi au 19e siècle, pour essayer de comprendre l'homme. Et il y a eu en 1898 une expédition qui a fait date dans l'histoire de l'anthropologie, qui a été menée dans le détroit de Torres, donc qui se situe entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, avec donc une région où il y a des îles, hein, notamment une île qu'on appelle l'île Murray. Et un certain William Rivers, qui était lui, qui avait été formé, donc un anthropologue, mais qui avait été formé à la psychologie expérimentale, a dirigé une expédition avec d'autres membres de l'université de Cambridge, pour essayer de comprendre quelles étaient les facultés sensorielles des populations qui vivaient dans cette région du détroit de Torres. Ces savants se sont déplacés avec tous les outils du laboratoire, donc des machines qui étaient à l'époque les machines les plus perfectionnées, qui n'ont évidemment rien à voir avec les machines qu'on utiliserait aujourd'hui, mais des machines destinées à évaluer les capacités sensorielles, que ce soit donc la question de la vue, de l'ouïe, du toucher, etc. Et parmi les expériences qui ont été réalisées, un certain nombre portaient sur la question de la vision, et plus précisément de la vision des couleurs. Et pour essayer de comprendre quelle était la vision des couleurs, là je vous ai mis un peu tout le plan d'un des rapports qui vous montre donc que pour interroger la vision des couleurs, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites avec des machines, mais notamment il y a un des éléments du protocole d'étude de la vision des couleurs, c'est quelque chose qui concerne les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est pour montrer déjà que dans l'imaginaire d'un occidental du 19e siècle, la fin du 19e siècle, si on veut tester quelque chose qui a un rapport avec la vision des couleurs, il faut faire un test de l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, c'est forcément quelque chose qui permet d'explorer un rapport à la pluralité des couleurs. Alors voilà une image qui vous montre ce que ça a donné concrètement. Donc vous avez le savant qui fait venir une partie de la population et qui lui pose des questions, qui fait faire des tests avec différentes machines. Et pour ce qui concerne le test relatif à l'arc-en-ciel, voilà la manière dont Rivers a procédé. D'abord, il demandait à ses informateurs d'énumérer les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, il demandait à ces personnes de sélectionner dans un échantillon de papier de couleur de ce type-là, à quel papier de couleur correspondaient les noms qu'il avait donnés, donc les termes de couleur qu'il avait donnés. Et ensuite, il demandait au même informateur de classer, donc de garder les cartons de couleur qu'il associait à l'arc-en-ciel et de les mettre dans un certain ordre pour dessiner un arc-en-ciel. Et les résultats ont surpris énormément Rivers parce qu'en fait, il n'a retrouvé en rien un arc-en-ciel newtonien. Dans toutes les réponses qui ont été faites, qui ont été en fait très diverses, il n'y a pas eu de consensus autour de la manière dont l'arc-en-ciel était présenté, des couleurs très différentes qui étaient présentées, des arcs-en-ciel très différents qui ont été dessinés. Et il a notamment compris que percevoir et nommer les couleurs étaient deux choses différentes parce qu'il a observé les spécificités du lexique chromatique des populations locales. Les habitants de l'île de Murray ont des termes de couleurs qui sont essentiellement liés à la matière. Alors il y a même une couleur qui s'appelle la couleur de l'arc-en-ciel, mais qui correspond à la couleur, la personne a montré le papier couleur indigo. Donc il y a une couleur qui est la couleur de l'arc-en-ciel. Donc déjà cette chose un peu étrange a retenu l'attention de Rivers. Et puis parmi d'autres couleurs qui ont été mobilisées pour évoquer les couleurs de l'arc-en-ciel par ces populations-là, il y a des couleurs du type couleur de nouveau-né, qui correspond à la couleur vert-jaune, ou alors une couleur qui s'appelle littéralement couleur de l'eau où les pousses de la mangrove ont été nettoyées pour fabriquer du billou, qui correspond à du bleu vif. Donc un vocabulaire qui est très très différent du vocabulaire abstrait occidental, et des représentations picturales également très différentes, puisque
on peut reconstituer à partir des données du rapport, hein, ça c'est pas dans le rapport, mais c'est donc un chercheur qui s'appelle Arnaud Dubois qui a travaillé sur ce rapport et qui propose ces types de reconstitution-là. Vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est un arc double qui a été dessiné, parce que souvent, l'arc en ciel peut apparaître sous une forme double, mais avec des couleurs qui normalement sont inversées. Bon, là, ils les ont mises à chaque fois dans le même ordre. Et dans cette région-là, apparemment, les arcs-en-ciel, quand ils apparaissent souvent sous forme double. Donc, à chaque fois, des propositions très, très différentes qui montrent une grande variabilité dans la manière de représenter les choses. Rivers a donc déduit qu'il ne fallait pas, il a testé aussi les capacités visuelles donc, de ces personnes, il a déduit qu'on ne pouvait pas rapprocher le fait de nommer des couleurs et le fait de les percevoir visuellement avec la rétine. Il a vu que c'était deux choses distinctes, il y avait un filtre culturel qui opérait et en cela, il a été pionnier. Mais là où il ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'il reste quand même emprisonné dans cette vision évolutionniste des choses, très darwiniste. Et sa conclusion était de dire que finalement, ces arcs-en-ciel il n'y avait pas de bons arcs-en-ciel dans ce qui avait été dessiné, sauf un qui ressemblait un peu à l'arc-en-ciel de Newton. Et il dit que c'est en gros le résultat peut-être le plus probant à ses yeux, qui est le fruit d'un jeune homme, c'est un jeune homme qui avait dessiné ça, un jeune homme qui avait été au contact avec les Occidentaux assez tôt, et il le qualifie de le plus intelligent, en fait, de ceux qu'il a. Donc il a quand même ce filtre en se disant, bon, il y a un bon arc-en-ciel, c'est celui-ci, c'est celui du jeune homme qui a été au contact avec l'Occident et qui connaît enfin l'arc-en-ciel tel qu'il est, et puis les autres n'ont pas encore bien compris, en particulier les personnes d'un certain âge qui avaient fait des arcs-en-ciel qui ne correspondaient pas à ce qu'attendait Rivers. Donc il est resté dans une sorte de veine évolutionniste en disant, bon, ces anciens sont un peu, ces personnes qui n'ont pas été au contact avec l'Occident sont un peu comme Homère, et d'ailleurs il cite, il a la connaissance des travaux de Magnus, et donc il dit que en gros ces populations-là sont un peu comme Homère, sont dans un stade de développement qui est peut-être encore imparfait. Et en cela, finalement, il préfigure un peu une thèse qui se développe depuis les années 60 parmi certains anthropologues et sociologues autour de l'universalisme des couleurs et de l'évolutionnisme, une forme d'évolutionnisme dans la manière de nommer ces couleurs. Ce sont les thèses qui ont été popularisées par deux personnes qui s'appellent Berlin et Kay, et qui ont publié notamment un ouvrage Basic Color Terms qui propose une théorie qui vaudrait pour toutes les sociétés. Ils ont étudié 98 sociétés et ils disent que dans toutes les langues, quand il y a un vocabulaire de la couleur qui est complètement développé, on a 11 termes de couleurs fondamentaux, 11 et pas plus, et ils apparaissent toujours dans un certain ordre en fonction du degré d'évolution d'une société. Donc il y a un schéma général qui vaudrait pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que Berlin et Kay utilisent les données homériques. Donc, ils ont utilisé les travaux des philologues et donc ils se fondent pour étudier l'exemple des Grecs anciens uniquement sur les travaux qui ont été faits sur le vocabulaire des couleurs chez Homère. Donc là, on voit très bien que du point de vue de la méthode, c'est quelque chose qui ne convient pas. Ces théories, en fait, sont remises en question par beaucoup d'anthropologues qui insistent plutôt sur le relativisme et sur le fait que chaque société va découper le réel, organiser le réel, s'approprier le réel d'une manière qui est différente, en faisant des découpages qui lui sont propres, que ce soit dans le domaine des couleurs comme dans d'autres domaines. Et en cela, on rejoint un peu les travaux qui ont été notamment menés par Ignaz Meyerson pour montrer cette relativité des manières dont les sociétés s'approprient le réel. Les hommes, là je cite, les hommes n'ont pas toujours vu, nommé, aimé, peint les mêmes choses. Les choix, les assemblages, les harmonies, les façons de nommer ont varié. Ces travaux de Ignaz Meyerson sont ceux qui ont notamment servi à Jean-Pierre Vernant pour essayer de traverser ces frontières et aussi de montrer donc, ces écarts culturels qui existent entre la société moderne et puis la société grecque de l'Antiquité. C'est dans cette perspective en fait, que j'ai travaillé avec le groupe de chercheurs avec qui j'avais organisé aussi la journée sur l'arc-en-ciel. Nous avions publié un ouvrage intitulé « L'Antiquité en couleurs » qui essaye de mettre en œuvre une démarche comparatiste en mettant ainsi à distance les anciens, que ce soit les Grecs, les Romains et d'autres. Et les journées arc-en-ciel avaient permis d'intégrer beaucoup d'anthropologues, peut-être plus d'études anthropologiques que ce qui n'avait été fait dans ce volume-là, l'Antiquité en couleurs, qui a été antérieur, qui a été publié avant. Alors, il me reste à traiter la deuxième question. Est-ce que
si on revient sur cette vision naïve d'un Homère daltonien, est-ce que étudier les représentations des Grecs liées aux couleurs par le seul filtre de cette image homérique est légitime? Évidemment, je réponds non. Il faut élargir la perspective et ensuite la resserrer, élargir dans un premier temps pour voir ce qu'il y a à part Homère, que nous disent les Grecs sur l'arc-en-ciel, et puis ensuite la resserrer pour comprendre ce qu'a de spécifique cette image. Donc, premier point, élargissons d'abord. Que nous disent les autres Grecs sur l'arc-en-ciel? Eh bien, les premières critiques sur l'arc-en-ciel pourpre d'Homère, elles apparaissent très tôt, finalement elles apparaissent chez un Grec du VIe siècle avant notre ère, Xénophane, qui est philosophe, qui est poète aussi, puisque au VIe siècle on écrit, on compose encore en vers, et donc pour les œuvres de Xénophane, on n'a malheureusement que quelques fragments, on n'a pas conservé l'intégralité de ses œuvres, mais on sait notamment que parmi les choses qui l'ont intéressé, ou les choses qu'il a pu critiquer chez Homère, il y a la question de l'anthropomorphisme, des divinités. Et Iris, le terme qui en grec désigne l'arc-en-ciel, est aussi un terme qui désigne une divinité qui est très présente notamment dans l'Iliade. Et c'est probablement au sujet de cette Iris, figure divine, que Xénophane a eu les vers suivants. Ce que l'on appelle Iris est aussi par nature, donc en fait la citation dit celle que l'on appelle Iris, donc c'est-à-dire voilà, l'iris d'Homère, c'est aussi, le même mot désigne par nature un nuage, néphos, qui est pourpre, écarlate et vert à voir. Là j'ai traduit de manière littérale, ce qui n'est pas très joli, mais il y a le idestai à la fin, à voir, qui est une manière de renvoyer probablement à l'expression Thomas idestai, merveille à voir, qu'on trouve souvent chez Homère ou chez d'autres poètes archaïques. Là, ce n'est pas une merveille à voir, là, il y a le souci de décrire de manière fidèle le réel. Donc on est dans une autre perspective, la perspective philosophique de Xénophane, qui prend ses distances par rapport au modèle homérique et qui essaye de décrire le phénomène optique qui apparaît dans le ciel, là clairement. Donc là, on serait plutôt du côté de Newton, avec 3 couleurs qui sont identifiées. La première, c'est le pourpre, l'arc-en-ciel pourpre d'Homère, et donc Xénophane dit il y en a d'autres. Et donc c'est là la première mention de l'arc-en-ciel trichrome, qui est ensuite amenée à se développer, puisque Aristote reprend cette idée que l'arc-en-ciel est fait de 3 couleurs et pas 4. Aristote dit il y a une 4e couleur qui apparaît, qui est visible, mais en fait c'est le fruit d'une loi des contrastes, la couleur jaune, jaune d'or. Elle est le fruit d'un contraste qui apparaît, mais il n'y en a que 3 sinon. On voit très bien comment Aristote, du coup, affine la définition de Xénophane. Xénophane partait sur ce qu'on voit, idestai. Avec Aristote, il y a la volonté de théoriser les choses. C'est dans les météorologiques qu'en fait, il essaye de comprendre la genèse du phénomène de manière très poussée, avec cette question du processus de réflexion de la lumière à travers le nuage, c'est-à-dire l'élément liquide qui va permettre la diffraction de la lumière. On voit très bien donc que on a affaire à quelque chose de spécifiquement homérique. Cet arc-en-ciel pourpre n'est pas une manière de résumer ce que les Grecs pensaient de l'arc-en-ciel. Alors, si l'on revient maintenant, on resserre la focale et qu'on s'intéresse à la mention de l'arc-en-ciel pourpre à cet endroit-là du poème, il faut, pour bien le comprendre, essayer d'abord de comprendre ce qu'est l'arc-en-ciel pour Homère et enfin ce que signifie pourpre pour Homère. Donc, les 2 points. J'étais très mathématique au lycée, donc vous voyez que j'ai conservé dans ma démarche historique des choses très mécaniques pour vous permettre de suivre. Donc à chaque fois, je vous dis premier point, 2e point. Ça paraît peut-être un peu schématique, mais c'est aussi pour essayer de vous faire comprendre la démarche. Donc on va d'abord essayer de se demander ce qu'est l'arc-en-ciel pour Homère. Ce n'est pas le nuage de Xénophane, c'est autre chose. Alors c'est d'abord une déesse, je vous l'ai dit, puisque finalement, lorsque le terme iris est employé dans les épopées homériques, c'est essentiellement pour désigner une divinité, qui est une divinité messagère qui, comme Hermès, à côté d'Hermès, parfois à la place d'Hermès, va jouer le rôle d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Donc elle peut aller dans les 2 sens, elle peut transmettre des messages entre les dieux, elle peut aller des dieux vers les hommes. Elle effectue donc en théorie le même travail qu'Hermès, mais pas tout à fait, parce que autant Hermès est quelqu'un aussi qui va interférer dans le message qui est transmis, qui va avoir un rôle de persuasion, qui va être acteur de ce transfert de message, autant Iris est juste là pour délivrer le message. Donc elle n'a pas le même rôle que va avoir Hermès. Et
ce qui est intéressant également, c'est qu'elle n'apparaît plus dans l'Odyssée, elle ne va plus jouer le même rôle. Elle est surtout présente dans l'Iliade, où elle est associée à la volonté de Zeus en particulier. C'est surtout Zeus qui va vouloir transporter son message. Donc lorsqu'Iris est mentionnée dans l'Iliade, c'est la déesse. Mais il y a à 2 reprises le terme Iris qui est employé pour désigner l'arc-en-ciel, mais simplement à 2 reprises. Vous avez déjà, j'ai mentionné l'autre occurrence, donc voici la première. Donc avant le chant 17, on a au chant 11 la première mention de l'arc-en-ciel chez Homère. Et c'est au sujet, ce n'est pas ici pour l'évoquer tel qu'il apparaît dans le ciel, donc on n'est pas, comme chez Xénophane, on ne va pas dire voilà, là il y a un arc-en-ciel, mais on est dans le cadre d'une description, la description d'une cuirasse splendide qui est celle d'Agamemnon, qui est composée d'un décor polychrome, et parmi ces éléments d'incrustation qu'on trouve sur la cuirasse, il y a des serpents bleu sombre, donc qui ont été réalisés dans une matière bleu sombre, bleu luisante, dont la nature est à préciser, qui tient soit du lapis lazuli, soit d'un bronze noir, soit d'une autre pierre colorée de couleur bleue, ou éventuellement d'une fabrication de verre teinté. Et donc la description est la suivante. Cette cuirasse est composée et décorée de serpents bleus sombres qui s'élancent à l'assaut du cou, 3 de chaque côté, semblables à ces arcs-en-ciel que le fils de Cronos fixe sur un nuage, signe prodigieux pour les mortels. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel avant tout? C'est un terrasse, un signe prodigieux. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. En cela, on peut signaler que la déesse Iris, elle est fille de Thomas, d'après Hésiode. Thomas, ça veut dire l'étonnement, donc c'est quelque chose qui étonne. Là, le terme terrasse est employé par Laëde pour évoquer l'arc-en-ciel, et c'est un terme qu'on trouvera utilisé régulièrement dans les épopées homériques pour évoquer tous les types de signes qu'envoie en particulier Zeus pour signifier sa volonté aux hommes. Donc ça peut être un serpent qui est envoyé, ça peut être un vol d'oiseau ou d'autres choses. Souvent, quand on a affaire à terrasse, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, du prodigieux, hors norme, et qui inquiète, qui montre que là, Zeus attire l'attention des mortels sur quelque chose. Et dans le passage que je vous ai déjà présenté, donc avec cette image de l'arc-en-ciel pourpre, on a une précision. De quoi est-il le signe, le terrasse? Soit de guerre, soit du mauvais temps glacial. Donc quelque chose de négatif, un temps perturbé. L'arc-en-ciel annonce de la perturbation, la guerre ou les perturbations climatiques. En tout cas, un événement qui est plutôt néfaste. Dans beaucoup de sociétés, c'est ce qu'avaient montré les journées sur l'arc-en-ciel, dans beaucoup de sociétés, l'arc-en-ciel est associé à un signe divinatoire qui peut faire l'objet d'une exégèse, qui peut être compris. Et en particulier, dans le monde mésopotamien, on a des listes de présages qui évoquent beaucoup d'arc-en-ciel en évoquant tous les cas de figure, et qui disent si l'arc-en-ciel apparaît du côté de l'Est, alors la ville va tomber, s'il apparaît du côté de l'Ouest, alors le roi sera malade, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces listes de présages, on voit que parfois la couleur intervient. Et parfois, je dis la couleur parce que c'est quand l'arc-en-ciel est rouge, alors c'est signe de guerre. Quand l'arc-en-ciel est vert-jaune, c'est un terme qui signifie vert-jaune, alors c'est plutôt la prospérité pour. Donc, dans ces signes divinatoires, c'est une couleur qui est retenue comme étant signifiante par rapport à l'arc-en-ciel. J'aimerais me poser la question ici pour le passage homérique. Est-ce que dans le cadre de ce que nous dit Homère, un arc-en-ciel pourpre a une signification particulière? Est-ce que c'est parce qu'il est pourpre, notamment qu'il annonce la guerre ou autre? Donc, quelle est la signification de cette couleur pourpre? Et c'est donc le deuxième point sur lequel je voulais revenir. Que signifie pourpre pour Homère? Il faut revenir du coup au terme utilisé, donc un peu de philologie, porphyréos. Porphyréos, c'est un terme en fait qui a une résonance qui est très large, qui est associée d'abord à une matière tinctoriale, la pourpre, porphyra. La pourpre qui est issue d'un coquillage, le murex, qu'on trouve en Méditerranée, et qui possède dans ses glandes un liquide incolore qui, mis au contact avec l'oxygène et la lumière, produit un phénomène, une réaction chimique, et va avoir tendance à se colorer en passant d'ailleurs par différentes couleurs. Il est transparent jaunâtre, et puis ensuite il prend les différentes couleurs que nous on appellerait les couleurs de l'arc-en-ciel pour finalement se fixer dans des colorations plutôt rouges. Ça peut aller de l'écarlate jusqu'au rouge sombre, au violet, voire au bleu profond. Donc une gamme de couleurs qui est très large. Donc porphyréos renvoie au produit, à ce qui est produit au terme de
de ce processus tinctorial et du coup à une pluralité de teintes, puisqu'on peut obtenir avec la pourpre une pluralité de teintes. Donc déjà, ce n'est pas un terme qu'on pourrait situer dans une bande chromatique très fixe, mais plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du mobile. Et puis en plus, avec le processus de fabrication tinctoriale, vous voyez que c'est quelque chose qui finalement renferme la pluralité des couleurs, puisque la teinture pourpre, le phénomène d'ailleurs avait attiré l'attention des anciens, ce phénomène qui est quasiment magique, de métamorphose chromatique que subit la pourpre, induit le fait qu'une fois qu'elle est fixée, la pourpre a contenu en elle-même un peu toutes les couleurs. Et c'est peut-être ça qui explique en partie aussi l'association avec l'arc-en-ciel. C'est peut-être de toutes les couleurs celle qui était la plus à même de donner à penser ce phénomène-là chromatique dans sa richesse, dans toute sa polychromie. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer cette vignette quand je vous parlais de la déesse Iris. On a beaucoup de représentations dans le monde grec, évidemment, de la déesse Iris, mais jamais de manière avec une pluralité de couleurs, jamais. Iris, elle a des ailes, elle est représentée parfois un peu comme Hermès. En revanche, là, vous avez un manuscrit, enfin une vignette qui ornait un manuscrit, donc on est à la fin de l'Antiquité, de l'Énéide, et vous voyez Iris qui apparaît ici, et on a ici suggéré une pluralité de couleurs avec la bande de tissu que tient la déesse. Donc là, on voit l'association entre la déesse et l'arc-en-ciel qui est clairement exprimée. Mais dans l'iconographie grecque, ce ne sera jamais le cas. Donc, je ne peux pas vous montrer l'équivalent. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'ailleurs de représentation de l'arc-en-ciel pour la tradition iconographique grecque. Ça apparaît dans la peinture murale. Là, vous voyez un des rares exemples à Herculanum d'une représentation d'un arc-en-ciel. Et vous voyez que c'est tout à fait resté ce que c'était pour Homère déjà, un signe associé à Zeus. Là, on a Jupiter. Et donc, vous voyez qu'il y a l'aigle sur la gauche, qui est un autre messager de Zeus. Eh bien, l'arc-en-ciel, c'est un messager de Zeus. C'est un signe qui est là pour dicter la volonté de Zeus. Mais revenons à la pourpre et donc à ce coquillage. Là, vous voyez ici le mollusque et cette teinture qui est issue de cette sécrétion du mollusque qui, au contact avec l'air, produit cette coloration, vous voyez, rouge, violacée, qui peut faire penser un peu aussi à du sang, le sang du mollusque, puisqu'il faut en fait écraser le coquillage pour pouvoir produire la teinture. Une gamme de teintes qui est assez large, puisque là, vous voyez que les études qui ont été réalisées sur ces textiles antiques, qui datent à gauche de l'époque qui viennent d'Égypte, pour l'un à gauche donc de la période copte. À droite, c'est un fragment de tissu qui a été trouvé à Masada, donc on est au Proche-Orient et qui date de la fin de l'époque romaine. Donc on n'est pas, pour la période qui m'intéresse, on n'est pas ni à l'époque archaïque ni à l'époque classique, mais les études qui ont été réalisées sur ces deux vêtements montrent qu'on a bien affaire à des vêtements teints avec de la pourpre de mer. Donc vous voyez que ça peut aller du rouge sombre au bleu. On peut produire une grande gamme de couleurs en fonction du type de coquillage utilisé notamment. Alors, si l'on revient maintenant pour terminer à cette image et qu'on essaye de la comprendre, je pense qu'en ayant en tête tout ça, on voit très bien qu'on est bien loin de Newton ou même d'un Xénophane qui voudrait décrire ce qu'est l'arc-en-ciel et ses couleurs. On a affaire ici à l'évocation d'autres choses. D'abord, dans la première partie, dans les premiers vers, tel l'arc-en-ciel pourpre que Zeus étend depuis le ciel pour les mortels, on voit très bien comment on a associé Zeus à l'un des signes qu'il peut envoyer aux hommes. Et ce signe ici, il est pourpre parce que la pourpre est également quelque chose qui est associé à l'idée de majesté. La teinture pourpre était une teinture très prestigieuse dans l'Antiquité. Et les étoffes pourpres sont associées à la royauté en particulier. Donc un signe qui a la couleur, je dirais, de la royauté divine associée à Zeus, un signe majestueux, impressionnant. Telle est peut-être une des idées qu'il faudrait retenir. La couleur porphyréos, elle peut être également associée à la mort, au sang versé. Et donc l'annonce de la guerre est peut-être aussi en rapport avec cette coloration dominante de l'arc-en-ciel dans cette image homérique. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les vers qui suivent. Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel est mentionné ici? Non pas parce qu'il est en train d'apparaître aux Achéens, pas du tout, mais c'est pour donner à penser autre chose. On est dans le cadre d'une comparaison, et il faut voir le deuxième point de la comparaison. Telle est la nuée pourpre dont s'enveloppe la déesse, Athéna, pour plonger au milieu de la troupe achéenne et pour y réveiller chacun des combattants. Que se passe-t-il à ce moment-là? On est dans un moment charnière dans l'Iliade, le moment de la mort de Patrocle, qui va faire en fait tout basculer, qui va permettre à Achille forcer Achille à revenir combattre.
Patrocle est mort et en fait les Achéens essayent de défendre son cadavre. L'enjeu est très important, il faut que le corps de Patrocle reste préservé pour qu'on puisse procéder au rituel des funérailles et lui accorder ce qu'on appelle la mort pourpre, à savoir cette mort glorieuse qui va être célébrée qui va être associée au cléos, à la gloire, et qui va être célébrée par un certain nombre de rites. Rites pour lesquels on emploie notamment des étoffes d'or et de pourpre, à l'image un peu de celle qui a été retrouvée dans le tumulus de Vergina et qui a servi pour des rituels de funérailles à l'époque macédonienne. Donc on a une Athéna qui va intervenir sur le champ de bataille pour aider les Achéens à préserver le corps de Patrocle qui est censé avoir droit à cette mort prestigieuse, à cette mort glorieuse. Et je pense que l'utilisation de l'adjectif porphyréos dans ce contexte-là et l'image de la pourpre est beaucoup plus compréhensible si l'on tient compte de ces données et si l'on, du coup, s'affranchit de l'image d'un arc-en-ciel qui apparaîtrait et qu'on voudrait décrire de manière fidèle à partir de ces couleurs. Donc ça vous montre toute l'importance de la valeur affective des couleurs et de la terminologie des couleurs dans le monde grec, quelque chose qu'on retrouvera dans le domaine latin, dans la poésie latine, comme l'a très bien montré Lydia Peltier-Michaud dans son travail de thèse. Et ça vous montre aussi à quel point il y a donc une pluralité de manières de voir les couleurs, de voir l'arc-en-ciel également, et que finalement personne n'a raison. Enfin, entre Newton et Homère, on a à chaque fois des contextes discursifs qui sont différents, des objectifs et des visées qui sont différents. Donc une perspective d'étude, des lunettes qui sont mises pour filtrer les choses de manière différente. Et on peut dire qu'en travaillant sur les couleurs chez les Grecs, et notamment l'arc-en-ciel chez Homère, on peut essayer de retisser l'arc-en-ciel. Là, je fais référence à un passage d'un poème de Keats qui a été très souvent cité à propos des critiques qui ont été faites par rapport aux théories de Newton sur l'arc-en-ciel. Les poètes romantiques ont accusé Newton d'avoir désenchanté l'arc-en-ciel, d'avoir enlevé la poésie de l'arc-en-ciel. Et il y a l'image de Keats qui parle de détisser l'arc-en-ciel, unwave a rainbow. Donc l'idée que la philosophie, la science, en fait, a détissé l'arc-en-ciel, ce qui est jugé comme étant un drame. Et avec Homère, en travaillant sur Homère, il est possible justement de retisser l'arc-en-ciel, ce qui aurait peut-être fait plaisir à John Keats. Les difficultés du mouvement chrétien au IIe et IIIe siècle. On n'a pas beaucoup de temps d'après le programme. L'étude que je consacre, de la Res Publica Romana. Exploité au Première vue, rien à voir avec ce